Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, vous êtes sur le point d'écouter un épisode enregistré en partenariat avec PrestaShop dans lequel je reçois Cuisine Addict, qui est un site de e-commerce pure player spécialisé dans la vente de produits pour cuisiniers et pâtissiers évidemment. Alors en gros c'est la qualité pro accessible à tous, ils font un CA de 5 millions d'euros, c'est une boîte fondée par deux amis d'enfance, 100 000 commandes par an, 1,2 commandes par client. Et dans lequel on va apprendre plein de choses, mais notamment un des sujets qu'on aborde, c'est un business de famille qui est devenu ensuite un business d'amis, hyper intéressant, comment ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Grosse migration PrestaShop avec une augmentation du taux de transfo de 30%. On détaille plein de sujets sur la fiche produit, sur les parcours, sur le paiement. On détaille aussi comment rester solide sur des fondamentaux terriens. C'est leur terme, c'est eux qui l'utilisent, je le réemploie ici. C'est quoi les fondamentaux terriens ? C'est rester un full focus client et une maîtrise intégrale de tous les maillons de la chaîne, logistique, financement, supply. Bref, un épisode passionnant que je vous encourage à écouter. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier que j'enregistre en partenariat avec PrestaShop, avec Cuisine Addict. Et pour parler de Cuisine Addict, j'ai deux invités, les deux fondateurs, cofondateurs, Pierrick. Salut Pierrick. Bonjour. Et Mathias. Salut Merci. Mathias. Merci de nous avoir invités. Qui nous rejoignent d'Orléans pour Pierrick, de Tours pour Mathias, alors que la société est basée à Montargis. On ne prononce pas le S. Merci Pierrick de me l'avoir rappelé. On ne dit pas Paris, donc on ne dit pas Montargis. Tu as tout à fait raison. C'était en préparant cet épisode que je posais la question. Une belle société qui vend, c'est un e-commerce pure player, spécialisé dans la vente de produits pour cuisiner et pâtisser. C'est ça. Que vous avez lancé il y a 13 ans. Qui a une origine intéressante, mais Pierrick, tu nous le raconteras. Il y a une société familiale que tu gères aussi, qui est Lefort et Fils, qui est dans l'univers de la pâtisserie, des produits pour boulangers et pâtissiers. Et un jour, il y a eu un constat assez intéressant, c'est que cette société a une petite boutique et tu as réalisé que pendant les périodes de vacances, les gens s'arrêtaient, les individuels, les particuliers pour acheter des choses. Et tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais tu nous raconteras ça dans un instant. 13 ans, 5 millions d'euros, une croissance régulière, 100 000 commandes par an, c'est quand même impressionnant pour un panier moyen à 55 euros. Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est pas le plus important, mais c'est quand même intéressant. Si tu pars d'un business de famille pour créer un business avec un pote de lycée, vous étiez pote au lycée, hein. C'est ça. On est toujours potes. Hein. Et vous êtes toujours potes et vous êtes toujours en famille de l'autre côté. Donc malgré 14 ans d'association, on est toujours potes. Un an avant de créer la boîte, hein, c'est ça ? Qu'on a eu l'idée ou pas ? Ouais, t'as dit 14 ans, mais la société a été créée en 2000... Ah non, en 2009, c'est bien. 2009 la société et l'idée 2008. Ouais, c'est ça, 2008. Donc un an de travail sur l'idée. Donc l'un des sujets, c'est celui-ci. J'ai envie de creuser PrestaShop. Vous avez été pendant 10 ans sur une solution propriétaire d'une agence lyonnaise, peu importe, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Avant de passer à PrestaShop, je voudrais comprendre pourquoi, comment, quel était le cadre, le contexte. Je voudrais comprendre cette migration et puis ensuite comprendre les principaux travaux que vous avez menés sur ces 3 dernières années et les apprentissages qu'on peut en tirer, comme notamment, je retrouve mes notes, mais l'augmentation de la conversion de près de 60%. 30%, pardon. 30%. Augmentation du taux de transfo de 30%, avec une optimisation du tunnel de commande, une refonte de l'UX du site importante, beaucoup de liberté sur ce logiciel assez souple, léger et open source. Travailler sur l'ergonomie du site. J'ai envie de comprendre la fiche produit, la ligne de flottaison, tes apprentissages et ce que tu peux nous apprendre aujourd'hui.
Il y a un truc qui est intéressant aussi pour les entrepreneurs, c'est que, et tu l'as dit à plusieurs fois, Pierrick, des fondamentaux terriens sur la gouvernance de Cuisine Addict, et un full focus client. Alors, fondamentaux terriens, ça veut dire quoi? Bah, vous êtes autofinancier, donc rentable le jour 1, parce que quand tu es autofinancier, tu n'as pas le choix de ne pas être rentable. Et surtout une maîtrise de pas mal de sujets, la logistique, entre autres, et on en parlera. Et on terminera par le marketing dans un monde où la cuisine, la pâtisserie a pris une place prépondérante dans nos vies en l'espace de quelques années, une dizaine d'années. C'est une explosion. Il y a aujourd'hui des influenceurs stars avec des millions de followers. Il y a quand il y a 10 ans, il y avait des petits blogs avec lesquels il était plus facile ou en tout cas plus accessible de travailler. J'ai envie de comprendre comment vous vous placez là-dedans. Bref, pas mal de sujets. Merci infiniment d'être venu nous raconter ici votre histoire. Et merci d'être venu jusqu'à Paris. Merci à PrestaShop pour cet épisode. Commençons peut-être par la partie tech. Je me suis dit tiens, on va mixer les choses. Mais quand vous vous lancez en 2009 et puis ensuite on remontera encore l'avant-lancement, pourquoi choisir une solution propriétaire d'une agence à... Le monde était différent. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, c'est ça. Voilà. Alors on va raconter l'histoire après du début, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de ça. Mais comme tu l'as dit, on est des potes de lycée avec Pierrick. Et quand on lance Cuisine Addict, on lance avec nos économies. Concrètement, on lance avec 11 000 euros. On a 11 000 euros pour tout faire. Et on est d'accord qu'en 2009, 11 000 euros, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup moins d'agences qu'aujourd'hui. T'as pas des choses sur étagère. Il y a pas de SaaS. Voilà, exactement. T'as très peu de SaaS. Tu peux pas aujourd'hui acheter un site et puis après t'achètes une devanture et puis voilà, t'as ton site. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a potentiellement aussi moins de développeurs, j'imagine. Il y a quand même beaucoup plus de développeurs aujourd'hui. Alors le marché est plus tendu, certes, mais il y a quand même moins. De 2009, je dirais pas que c'est la préhistoire du e-commerce, mais voilà, ça a beaucoup évolué depuis. La Renaissance. C'est ça. Et donc du coup, c'est simple, il a fallu trouver une solution qui coûtait pas trop cher et qui pouvait nous permettre de paraître professionnel à l'époque. Donc on avait trouvé effectivement une agence qui est basée à Lyon et avec qui on a bossé pendant 10 ans et qui nous a permis en fait de nous lancer avec le peu de moyens qu'on avait et de nous développer ensuite pendant ces 10 années, mais avec beaucoup de frustration aussi. C'est ce qui est amené après au changement. Ok, attends, mais vous avez réussi à faire un site e-com avec votre agence pour moins de 11 000 euros? À l'époque, ouais. Oui. Alors vous avez très très bien négocié, ils étaient contents, ça s'est bien passé? Ouais, on a bossé ensemble un certain temps. Après, c'était... On aime bien maîtriser les choses. C'est moi qui avais fait toute l'ergo du site. Enfin voilà, il y avait un cahier des charges qui était bien cadré. Ok, c'était une solution propriétaire. Propriétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une solution qui appartient à l'agence qui l'a développée, qui n'est pas open source. Donc le code n'est pas forcément accessible à tous. Il n'y a pas de communauté. Et d'une certaine partie, tu es pieds et poings liés avec la solution. C'était et les développeurs de la solution. Exactement. En fait, c'est là qu'est arrivée la frustration au fur et à mesure. En fait, c'est-à-dire que plus on a grossi, plus on a senti la limite en fait du modèle, puisqu'effectivement c'était leur solution. Donc quand l'agence va bien, tout va bien, et quand l'agence va moins bien, et ben c'est plus compliqué parce que du coup ça avance pas, parce que du coup tes projets ils avancent pas, tu perds du temps. Or ça va vite sur le web, donc tu peux pas tellement te permettre ça, et c'est pour ça que pour nous c'était important de changer. Ok. Donc il y a 3 ans vous faites un choix. Oui. Et qui est sur la table, qui est autour de la table, qui Alors est du coup c'était il y a 4 ans même, parce qu'il y a l'année de faire la refonte. Ce qu'on voulait, c'était déjà partir sur une plateforme qui était partagée. On voulait plus être pieds et mains liés avec une agence comme ça, et on a regardé principalement 2 solutions, PrestaShop et Magento. Voilà. Et on a choisi PrestaShop. Pourquoi Parce que déjà par rapport à Magento, je me suis pas mal renseigné auprès d'autres e-commerçants. Je me suis rendu compte que les devs étaient un peu plus complexes sur Magento, que ça prenait plus de temps, que du coup ça allait coûter plus cher aussi.
Et ensuite, ce qui nous plaisait avec PrestaShop, c'était la communauté en fait. C'était le fait que tu avais une très très forte communauté francophone notamment, et qu'on allait pouvoir échanger avec cette communauté et qu'on allait pouvoir profiter justement de tous les développements et de tous les investissements qui sont faits autour de la plateforme et autour de PrestaShop. Ok. Donc vous partez sur PrestaShop, logiciel libre, plus léger, plus simple potentiellement que d'autres. Il y a une grosse communauté. Raconte-moi cette transition du coup pour passer d'un logiciel fermé, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, à un logiciel libre. Vous aviez accès à tout ce qu'il fallait? Oui, parce que on était. Je pense à la migration, si tu veux, la migration. On était propriétaire de tous les contenus. Enfin, techniquement, on était propriétaire du site avant, sauf que techniquement, si tu pars, c'est les gens qui l'ont développé qui savent s'en servir. Ouais. Donc voilà. Et qui te perdent en tant que client. Enfin, clairement, on a été nous dans des situations comme ça avec des clients où l'agence sortante ou le logiciel sortant était pas forcément enclin. Mais il mettait pas de la bonne volonté, on va dire. On n'a pas eu de résistance. On avait fait au cours des années quand même tous les devs qui nous permettaient de pouvoir exporter toutes les données qu'on voulait. Et donc du coup, on a eu très peu besoin d'eux pour partir, mais on a réussi. Alors, ils étaient pas forcément ravis qu'on s'en aille, mais en tout cas, on a réussi que ça se passe pas mal. Et après, moi, je reste dans mon esprit, ça reste la boîte qui nous a permis de nous lancer et de grandir. Donc voilà. Ils étaient conscients que ce qu'on leur demandait, ils étaient plus en capacité de nous le fournir. Et donc derrière, quand on leur a dit, ben voilà, par rapport, aux prérequis techniques qu'on souhaite, ils ont été très corrects derrière et ça s'est passé comme ça doit se passer. Hein. Il y a pas eu de frein ou de réticence. C'est bien, tant mieux. Est-ce que vous avez 3 conseils à me donner sur cette migration? Pourquoi est-ce que ça s'est bien passé? Ou alors pourquoi qu'est-ce qui a fait que ça aurait pu mal se passer dans l'autre sens, en négatif? Alors, plein de choses peuvent faire qu'une migration ça se passe mal. La première chose, de toute façon, il faut la préparer très très en amont. Il faut essayer de penser à tout. Il y a une règle avec les migrations, c'est que tu essaies de penser à tout et le jour J t'as pas pensé à tout. Voilà, et que les migrations le jour J ça se passe jamais comme tu l'as imaginé. Et ça a été pareil pour nous. Hein. On s'était focus sur tout un tas de points et puis le jour J, le module de paiement fonctionne pas, petit problème pour un site de e-commerce. C'est réglé dans la journée et puis tu te rends compte que tu as pensé à la migration de ton site e-commerce mais pas de ton blog. Donc il a fallu gérer ça en urgence aussi. Mais néanmoins, toute migration est compliquée. Mais quand tu penses qu'on a changé de techno, finalement, voilà, ça s'est fait. On avait quand même, faut le dire aussi. Aujourd'hui, on travaille avec une agence qui est plutôt professionnelle. Je sais pas si on peut dire le nom. Bien sûr. Voilà. Avantis. Antadis, pardon. Voilà. Qui est très professionnel et du coup voilà, ça a pu bien se gérer et puis le hasard a fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, que on a migré en janvier 2020. Le temps de régler les problèmes t'arrive à février 2020 et puis en mars 2020, comme tu sais, il y a eu un petit événement. Et le hasard a voulu que du coup, on avait un nouveau site tout beau, tout neuf et compétitif. Au moment où la France entière a découvert qu'elle pouvait jardiner, refaire son intérieur et cuisiner. Exactement. Okay. Ouais. Enfin, sachant qu'il a été lancé en janvier 2020, qu'on essuie les plâtres en janvier 2020 et qu'on se fait une petite suée parce que la transformation se fait pas comme il faut. Et notamment, on avait un problème au niveau de notre barème de frais de transport qui était basé sur du poids. Et que ça fonctionnait pas côté PrestaShop. Donc on a eu un certain nombre de transactions qui n'aboutissaient pas parce que ça fonctionnait pas. Ouais. Et donc il a fallu résoudre ce problème-là. Donc les 2 premiers mois de l'année 2020, on se fait une petite suée en termes d'évolution du chiffre d'affaires. Et puis mars 2020, la France est à l'arrêt et les gens se mettent à cuisiner. Et c'est une autre histoire. Ouais. Intéressant. Vous avez préparé un plan de redirection? Le SEO fait partie des leviers, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Okay. C'est dès le début, on l'avait identifié. En fait, le SEO, ça a toujours été le levier d'acquisition
de trafic le plus important pour Cuisine Addict. On en parlera tout à l'heure, mais tu as commencé à le préparer même très tôt avant le lancement et je te reposerai la question. Le plan de redirection, chers auditrices, chers auditeurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, c'est quoi? C'est de dire à Google que quand l'adresse était abc.com/1, et ben sur le nouveau site, ce sera def.com/2 pour que le Google soit pas perdu. J'aurais pu trouver plus simple comme exemple, mais vous m'avez bien compris. C'est de dire que l'ancienne adresse a une nouvelle... faire le lien entre l'ancienne adresse et la nouvelle adresse. On a fait déjà... ça, c'est PrestaShop nous a permis de le faire. On a réussi à garder la plupart des URL. Donc ça, c'était déjà top. Super. Et on a fait le choix aussi de se faire accompagner par une agence SEO pour la migration. Parce que justement... Qui est ? Bon, si ça te revient pendant l'épisode, tu nous le redis. Ça me revient pas. Alors après, en plus, on n'était pas super satisfait au final. Donc je sais pas s'il faut que je me souvienne d'eux finalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une autre agence dont on est beaucoup plus satisfait. Mais voilà, ça arrive. Hein. Ouais. Donc préparer le plan de direction. Non, mais ce que tu as dit avant, et je pense que ça, c'est un enseignement hyper important pour vous, nous, tous. Il faut tout préparer et surtout le fait qu'on n'est pas préparé à tout. Exactement. C'est bien ça. Et clairement, nous on a eu dans le passé, hein, tu vois, des clients qui se disent bon, on a fait un mois de test de recettage et on est bon, c'est plus qu'un on-off. Ce on-off, il peut prendre un mois. J'exagère, mais enfin si, il peut prendre un mois bien sûr, mais au moment de ce on-off, il faut avoir des équipes mobilisées. Évidemment, on fait jamais une mise en prod un jeudi soir, un vendredi soir. Il faut le faire le lundi matin à 9h avec des équipes mobilisées sur le pont, prêtes à et bloquer des ressources et du temps pour ce débugage, quoi. D'autant que je pense qu'on reviendra dessus, mais on gère notre logistique, donc il fallait aussi gérer. C'est un changement global de l'entreprise, quoi. Ouais, voilà. Il fallait gérer toutes les connexions avec le RP. Voilà. C'est un certain travail et pour être sûr que ça marche bien le jour J, voilà, fallait bien se préparer aussi. Se préparer à tout et surtout fait qu'on n'est pas préparé à tout. Je me le garde pour plus tard. Depuis donc une année en gros pour faire la sélection du framework, du partenaire, préparer la migration, faire la migration, refaire le design. Ouais, on a tout retravaillé. C'est un nouveau Cuisine Addict. On a travaillé avec un directeur artistique. On a fait aussi avec un directeur UX. On a tout retravaillé. D'ailleurs c'est une période qui est assez fun, hein, honnêtement. Tu fais des ateliers, tu fais des post-it, tu colles des papiers, tu te demandes comment tu vas structurer ton site. Et la finalité, elle est top. Combien vous faisiez de chiffre d'affaires il y a sur l'année 2019, du coup, c'était quand le Covid? C'est 2020? Environ 3 millions. 3 millions, ok. Donc, pas fois 2, mais presque depuis le site. Depuis le nouveau site et depuis le Covid, pardon. Super. 4 grandes évolutions depuis la mise en place de PrestaShop. De manière générale et peut-être très high level, Pierre, tu parlais d'ergonomie de site. Travail sur l'ergonomie. Alors justement, c'est ce qu'évoquait Mathias à l'instant par rapport au travail qui a été fait avec l'agence, donc en amont qu'on a fait la refonte. Donc c'était un vrai Cuisine Addict 3.0 et pas une évolution des précédentes solutions qu'on avait. Donc on fait table rase et on reconstruit tout de A à Z en partant d'un focus qui est l'utilisation par l'internaute. C'est-à-dire qu'il faut que l'internaute il puisse retrouver facilement, naviguer facilement, choisir ses produits facilement, les intégrer dans son panier et payer facilement, quoi. Et ça là-dessus, le travail qui a été fait avec l'agence sur PrestaShop est pour nous très satisfaisant. Bon, super. Dans la partie UX, il y a aussi un gros travail qui a été fait sur la refonte de la recherche et des filtres, hyper important. Vous avez combien de produits dans le catalogue? On a 14 000 références. 14 000 refs, ouais, il faut pouvoir s'y retrouver dans 8 grosses catégories. Pâtisserie, épicerie, ustensiles de cuisine, cuisson, découpe hors de la table, électroménager, 8 univers. Okay. On appelle ça nos univers, effectivement. Et 8 univers, 14 000 articles. C'est aussi, on parlait du choix de PrestaShop, nous, il fallait absolument une solution qui soit capable de gérer ça, qui soit capable de gérer un gros catalogue sans que ça joue sur l'expérience utilisateur, et là je parle notamment en termes de vitesse de navigation.
Ok, et tu peux m'en dire un peu plus sur la partie filtre et du coup sur la partie recherche à facettes, sur la partie filtre, en fait, du coup sur tout le travail, ce que PrestaShop nous a permis de faire qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est qu'on a pu retravailler justement, en fait, quand t'as 14 000 références, même si t'es un grand passionné de cuisine ou de pâtisserie, c'est bien, tu sais exactement ce que tu veux, mais sinon t'as quand même tendance à te balader sur le site, à naviguer, et en fait t'as besoin d'aide. Concrètement, t'as besoin d'aide. T'as besoin d'aide pour trouver le bon produit qui correspond à ce que tu recherches. Et on n'était pas bon là-dessus. Et avec la migration avec PrestaShop, on a pu travailler tout un tas de filtres, d'aide en fait à la décision, ce qui nous a permis derrière. Alors, on parlait de l'augmentation du taux de transfo sur le site. Alors c'est tout un tas de choses parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le tunnel de conversion, mais voilà, si on augmente le taux de conversion de 30%, c'est aussi grâce à ça. Il y a aussi un autre aspect qui me vient en tête à l'instant, parlant d'expérience utilisateur, c'est le moteur de recherche. On avait un moteur de recherche sur la solution qu'on avait précédemment, qui était très limité. Et là aujourd'hui, on a une solution moteur de recherche qui fonctionne bien avec PrestaShop. C'est une solution spécifique pluguée à PrestaShop. Enfin, c'est un add-on. Ouais, c'est Store Command. Non, c'est Sensual. Voilà. Sensual. Comment tu l'écris? S-E-N-S-U-E-L. Non, S-E-N-S-E-F-U-E-L. Ah, SenseFuel. S-E-N-S-E, plus loin, F-U-E-L, le qui donne du sens, l'essence qui donne du sens, quoi. SenseFuel. Ok. Ouais, ok, grosse solution. Très bien. Dans la recherche, j'imagine qu'on a besoin d'accompagnement. Vous vous adressez... C'est quoi le persona? On en avait fait 3 à l'époque. Ouais. Ah, on a 3 personas, ouais, effectivement. On a... tu veux qu'on donne les personas? En fait, mon point était le suivant, mais on pourra en reparler quand on parle de marketing, mais mon point est le suivant, c'est que entre moi qui cuisine en passe-temps et qui pâtisse en passe-temps et qui ne m'y connaît pas vraiment, j'ai besoin d'aide, et ça c'est un persona qu'on a fait, ouais. et le pâtissier particulier, mais déjà beaucoup plus avancé, qui sait ce qu'il veut. J'imagine que dans l'orientation du choix, l'approche n'est pas forcément la même. Comment est-ce que vous gérez ça du coup dans ce parcours dans lequel tu as gagné 30% de conversion? Justement, ça, c'est important et c'est intéressant. L'exemple que tu donnes, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'en fait, on a des clients très différents. Tu vas avoir le spécialiste, celui qui sait exactement ce qu'il veut. Il vient chercher, je sais pas moi, un couteau japonais. Il connaît la marque, il connaît le modèle, il sait exactement ce qu'il veut et il n'a pas besoin de nous, concrètement. Si, ce qu'il a besoin, lui, c'est que d'avoir toutes les infos techniques. Voilà. Lui, il a besoin de savoir techniquement comment ça se passe. Ok. Donc lui, du coup, on a travaillé les fiches articles pour qu'il ait toutes les infos dont il avait besoin. À côté de ça, tu vas avoir le papa ou la maman, c'est l'anniversaire de son enfant, voilà, il faut qu'il fasse un gâteau. Et là, il est en galère. Et là, il sait pas quoi faire. Mais en même temps, il a envie de faire un beau cadeau, un beau gâteau pour son enfant, pour son anniversaire. Qui sera un beau cadeau. Qui sera un beau cadeau, évidemment, mais il a envie d'en mettre un peu plein les yeux. Et là, il faut l'aider. Là, il faut lui dire, écoute, regarde ce que tu peux faire. Et en fait, tu peux le faire facilement parce que avec ces produits-là, en fait, même si tu sais pas pâtisser, regarde ce que tu vas pouvoir faire. Ok. Et ça, tu arrives à le faire dans le moteur de recherche et dans la fiche produit. Ouais. Et dans toutes les aides à la décision que tu vas trouver au niveau de la navigation, des catégories, même de la homepage, ce genre de choses. Ok. Est-ce qu'il y a un autre point important dans cette optimisation du tunnel de commande que vous avez mis en place dont tu peux me parler déjà sur la fiche produit? Comment est-ce que tu définis une bonne fiche produit? Comment je définis une bonne fiche produit? Alors il y a des indications claires, hein. Il y a le stock, les avis clients, il y a de la réassurance avec paiement sécurisé, 30 jours pour changer d'avis payant 3 fois sans frais. Après t'as les basiques, hein, c'est déjà bien penser à ta ligne de flottaison. Bien savoir, je reparle des personas, c'est quoi l'info que t'attends? C'est quoi l'info que t'attends tout de suite sur ta fiche produit? C'est de la réassurance, c'est de l'information sur le produit, et puis c'est du visuel de qualité et c'est du visuel d'aide à la décision, de mise en pratique, ce genre de choses. Voilà, c'est ce qui va faire la différence. Sur la fiche produit. Ouais. Et c'est vrai qu'au-dessus des lignes de flottaison en desktop, on est
On a toutes ces informations, donc la réassurance, le stock, la remise, les avis et surtout le ajouter au panier. Exactement. Le call to action. Et le call to action, et je regarde... Alors sur mobile, forcément, tu fais des choix. Ouais. Parce qu'à un moment, si tu veux tout mettre, en fait, t'as un visuel qui est tout petit. Et le choix qui a été fait, c'est non, il faut valoriser le produit. Donc tu mets un beau visuel. Donc tu peux pas tout mettre au-dessus de la ligne de flottaison, tu fais des choix. Tu pourrais avoir un... Alors, je regarde en mobile, effectivement, l'ajouter au panier, et il est un peu en dessous, mais je suis sur un produit sur lequel il y a pas mal de choix de taille. Ce sont des cercles en inox. Comment on appelle ça? Des cercles à tarte. Des cercles à tarte. Effectivement, tu pourrais mettre, tiens, d'ailleurs, le ajouter au panier en flottant. Ouais, le stacker. Ouais. Techniquement, en fait, on l'a fait, il a sauté. Il faut qu'on le remette. Bon, donc c'est encore c'est bien, tu me permets de voir qu'il a sauté. T'as une information qui est aussi assez évidente sur ta fiche produit, c'est le en stock. Alors ton code couleur, on est sur le rose, et qu'est-ce qui est en rose? Il y a le logo, il y a la remise, disons le code tout en haut, et le prix remisé, donc ça saute aux yeux, et le bouton lui est en noir, ce qui est du coup différent de la charte. Le en stock est vert. Tu affiches décidément les cheveux. Tu affiches aussi les produits qui ne sont pas en stock. Oui. Est-ce que tu as une politique là-dessus? Oui. Une conviction? Alors oui, non, on a une conviction. On dit, pardon, pour étayer un peu le débat, est-ce que tu rajoutes de la superficie SEO en mettant aussi tes produits qui sont pas en stock sur lesquels je pourrais éventuellement mettre de côté, ou en tout cas m'inspirer, ou au risque de pénaliser la satisfaction de l'utilisateur qui tombe sur un produit qu'il a cherché et qui est pas en stock, ce que Google peut potentiellement aussi pénaliser, tu vois, c'est comment Alors c'est un choix qui a été fait depuis le début de Cuisine Addict, qui tient à notre univers métier. On gère donc plus de 14 000 refs sur le site, il y a 14 000 fiches produits sur le site, et on gère notre logistique, Mathias l'a évoqué rapidement. Et on peut pas avoir 14 000 refs en stock, parce qu'il y a des best-sellers qui se vendent tous les jours, et puis d'autres, on va peut-être en vendre un tous les 2 ans. Ce produit qui se vend tous les 2 ans, il va avoir un intérêt pour le spécialiste ou celui qui veut vraiment se démarquer, mais ça justifie pas forcément de l'avoir en stock. Et comme celui qui cherche ce produit vraiment très spécifique, il voit qu'on l'a, il accepte un délai de livraison un peu plus important. On parlait de cercle à tarte, par exemple, on a des moules à gâteau en forme qui ont toutes les formes. Ça peut être l'île de Corse ou de Guadeloupe, quoi. On a ça, ouais. De l'île de quoi, pardon? Ça peut être la Corse ou la Guadeloupe. La Corse ou la Guadeloupe. En forme de la Corse, ouais. Attends, moule Corse, je le cherche, je veux voir un produit qui est pas en stock. Si tu cherches Guadeloupe, tu vas trouver. Elle est bien, votre recherche, hein. Donc la recherche, pour info, se met en overlay. Ah, c'est que on s'amuse sur le moteur de recherche. Non. Pierrick, il a dit un truc hors micro, je veux l'entendre. Pierrick, il a juste dit SenseFuel, et je me rappelle juste, moi ça m'a amusé parce que je suis pas de la partie web marketing de l'entreprise, mais notre correspondant à l'agence qui nous a dit SenseFuel, c'est cool. SenseFuel, c'est cool. Allez tous essayer. Alors Guadeloupe, donc la recherche pour info, chers auditrices, chers auditeurs, si vous faites le test si vous ne pouvez pas faire le test en parallèle, se pose en overlay sur le site. Elle est en temps réel, enfin au moment où je tape, j'ai les résultats qui se mettent à jour. Ça marche aussi en mobile. Ça marche aussi en mobile. C'est assez fluide, super. Et donc la Guadeloupe, je suis tombé dessus, elle est en stock. Tu vois, mauvais exemple. On a pas mal de ventes à Guadeloupe. Okay. Mais effectivement, on a des articles qui sont pas en stock, et puis par rapport à la question que tu posais, c'est-à-dire oui, quand c'est en stock, c'est en vert. Quand c'est sur commande, le code couleur change et tu passes en orange. Okay. Parce que c'est important, et ça c'est l'expérience qui nous l'a appris, de pas mentir aux clients et d'être très clair sur les infos, justement. Toujours dans une logique expérience d'achat, expérience utilisateur qui soit optimale. Donc ça sert à rien de vouloir cacher le truc. Oui, c'est pas en stock. Oui, il y a un délai de 2 semaines, mais voilà, on vous le montre et on s'engage dessus. Ok, très bien. Tu parlais des lignes de flottaison. Les dernières questions, c'est sur ta page d'accueil, c'est un peu différent. Donc, tu connais quelle est ta part de trafic desktop et mobile? Alors, aujourd'hui, on est à quasiment 2 tiers de mobile. 2 tiers de mobile, ok. Et donc, ta ligne de flottaison, sur desktop, c'est assez... on prend un gros...
banner en pleine face tout en haut. Là, c'est les soldes. Sur mobile, on commence à avoir les catégories. T'as des convictions sur ta ligne de flottaison? J'ai des convictions sur ce qu'il faut mettre en avant. Qu'est-ce que je dois voir? Quels éléments je dois voir en mobile? Sur mon premier écran. En fait, je vais te dire, alors évidemment, ça dépend de la page sur laquelle tu arrives, parce que là, tu prenais l'exemple de la homepage, mais techniquement, finalement, c'est pas tellement par là que tu arrives. Ouais. Alors, prenons une fiche produit. Si tu prends une fiche produit, bah oui, ce qui compte, c'est que tu vois le produit, c'est que tu vois chez qui tu es et que tu comprennes qui on est. Que je dis toujours, en fait, l'entreprise, elle a des valeurs. Les valeurs chez nous, ce serait par exemple la première chose qu'on voudrait qu'ils voient, c'est que c'est du matériel de qualité pro, qu'on ait un site de référence. Donc, on essaye de montrer ça. Un point qui est très important pour nous, c'est de montrer que oui, il y a des humains derrière, que si vous avez un souci, il y a un service client qui est dispo, il y a un numéro de téléphone en 02 en France disponible, et ça, on le met tout de suite en avant. Très bien. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans un instant après un message. On est de retour. Alors encore quelques petites questions qui m'intéressent sur le site. Vous avez sur la page d'accueil une liste de produits qui sont proposés. Alors il y a des best-sellers et puis ensuite il y a j'imagine, c'est la question que je te pose, mais il y a une sélection et en dessous il y a un peu plus bas dans les placards des addicts. C'est une sélection que vous faites, mais manuellement, éditorialement. Est-ce que c'est les meilleurs produits, les meilleures ventes? Qui ressort cette liste? On l'a fait manuellement, fut un temps. Okay. Sauf qu'avec 14 000 références et avec 8 univers très très différents, à un moment ça passe plus. Ça passe plus en temps humain. Et puis surtout, si tu veux de la cohérence, par exemple, si tu viens, je reprends l'exemple des couteaux japonais, si tu viens chercher un couteau japonais sur Cuisine Addict, ou si tu viens chercher une cocotte en fonte, c'est une chose. C'est pas la même chose si tu viens justement pour faire le gâteau de ton fils. Donc c'est pas les mêmes produits que t'attends. Et ça, c'est quand même le gros avantage du web et du digital, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'adapter le contenu du site aux visiteurs. Et ça, c'est top. Donc aujourd'hui, on travaille avec Target to Sell. Et c'est une solution de recommandation comportementale. Et ça nous permet d'adapter le contenu, les produits que toi, tu vas voir. Alors évidemment, là, tu viens d'arriver sur le site. Donc en fait, on va te mettre les best-sellers concrètement parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur toi. Mais après, quand tu es arrivé à partir d'une catégorie ou d'une page produit, on en sait déjà un peu sur toi. Et ça permet justement d'adapter le contenu. Ouais, à condition d'avoir des cookies qui... Ah oui, non, mais dans un monde cookie-less, c'est une question qui se pose. Alors Target to Sell, ça a été racheté par Miracle, mais c'est Target, T-A-R-G-E-T, Target 2, le chiffre, Sell, S-E-2-L, Target to Sell. Super. Et alors je reste sur la page d'accueil pour cette dernière question, mais je vois des avis en bas de page avec une solution qui s'appelle Ecomi, E-K-O-M-I, 4,74 sur 5, ce qui est bien, et du coup j'ai cliqué dessus et je vois presque 50 000, allez, je suis marseillais, presque 46 000, avis depuis le début. Pourquoi Ecomi? Pourquoi Ecomi? C'est dur de te dire ça parce qu'en fait le choix il s'est fait il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Et honnêtement, je serais incapable de te dire quelle était la raison du choix il y a 14 ans. Ce que je peux te dire, c'est pourquoi on continue avec eux, parce que aujourd'hui le service qu'ils nous apportent, il est satisfaisant. Et puis tu l'as dit toi-même. On a 45-46 000 avis dessus. Et moi, je reste convaincu que l'expérience utilisateur, c'est le plus important. Et avant que tu l'aies vécu, qu'est-ce qui te permet de juger si tu vas avoir une bonne expérience utilisateur, au-delà du fait que tu comprends, que tu as l'ergonomie, que c'est UX, c'est les avis. C'est ce qui va te rassurer. C'est l'élément de réassurance le plus important aussi. Et donc, du coup, forcément... 45 000 avis, tu vois que on a 4,7 sur 5. Et techniquement, si tu vas un peu fouiller les avis négatifs, parce qu'évidemment, à partir du moment où tu laisses les clients donner leur avis, tu as forcément des avis négatifs, tu te rends compte que 95% des avis négatifs, c'est principalement des avis sur les transporteurs, des problèmes de livraison. Ok.
C'est vrai que c'est une question qui se pose parfois, hein, mais l'import, la migration d'avis clients, c'est un sujet, ça existe, ça se fait, mais c'est quand même un asset hyper important. 45 000 avis, c'est presque plus important que ton historique de commande, quoi. C'est hyper important. Ouais. Cool. Allez, on rembobine encore un tout petit peu et du coup on aborde ce sujet, moi qui m'intéresse, mais d'un beau business de famille Lefort et Fils. Pierrick, qui est donc du coup de ta famille, est né un jour Cuisine Addict, mais que tu as mené en parallèle du développement de Lefort et Fils, puisque quand tu arrives à la tête de Lefort et Fils, on est en 2005, c'est ça? C'est ça, oui, juin 2005. La société fait 5 millions, aujourd'hui elle fait presque 20 millions de CA. En 2009, avec Mathias, vous créez Cuisine Addict, qui fait aujourd'hui 5 millions de CA. C'est un bel accomplissement, hein, pour vous deux et pour toi. Raconte-moi un peu la genèse du coup de Cuisine Addict. Alors la jeunesse de Cuisine Addict prend ses racines dans une histoire familiale. Hein. Mes grands-parents étaient boulangers pâtissiers, ils étaient installés à Chartres. Pour des raisons de santé, ils ont dû quitter le métier. Ils ont repris un petit négoce à l'époque de levure, de pâtes et de café, enfin ce qui se vendait en boulangerie dans les années 50, parce que l'entreprise a été créée en 56. Elle a accompagné l'évolution du métier de la boulangerie-pâtisserie, reprise par mon père en 80. C'est pour ça que je suis né à Montargis. Et ensuite, moi-même, j'ai fait des études de commerce derrière avec une spécialité en compta-gestion et je me prédestinais à reprendre l'entreprise. Mais beaucoup plus tard, en 2005, on se rend compte que mon père, est atteint de la maladie de Parkinson, qu'on lui donne quelques années de vie en bonne santé, et que donc la question se pose de la transmission de l'entreprise familiale. Et donc à 24 ans, j'arrive dans l'entreprise familiale. Vous êtes 3 frères et sœurs. Tu es l'aîné, tu es le cadet, tu es le... Je suis le plus jeune, je suis le benjamin. Alors pourquoi c'est arrivé sur tes genoux, si je peux poser la question comme ça? Faut croire que j'étais le seul à caresser cette envie que de reprendre l'entreprise familiale. Mais donc c'était une évidence, la question s'est posée, est-ce que... C'était une évidence, la question ne s'est même pas posée, c'est juste venu comme ça, quoi. Ok. Et donc en 2005, je reprends l'entreprise aux côtés de mon père. 2000 décembre. Qui fait quoi en 2005? Alors oui, effectivement, ouais, notre métier, on est distributeur en gros de matières premières, emballage, petit matériel à destination des boulangeries-pâtisseries. Donc on a notre flotte de véhicules, notre entrepôt, et on livre tous ces produits dans une région centre élargie, on va dire. Ok. Et l'entreprise, depuis qu'elle existe, a également une boutique, et cette boutique a toujours été ouverte à tout public, professionnel comme particulier. Donc sur l'agglomération de Montargis, on est connu de très longue date, notamment pour fournir les dragées. Et en fait, c'était en décembre 2008, je me suis rendu compte depuis mon bureau qui donnait sur le parking de la boutique que en fait il y avait beaucoup de plaques d'immatriculation qui venaient d'ailleurs en France. Donc on est dans le 45, on avait des plaques d'Île-de-France, du 59, du 67, du 29, du 13 ou encore du 64 qui s'arrêtaient à Montargis pour venir à la boutique de Lefort et Fils. Donc la réflexion qui a été la mienne derrière, c'est si tous ces gens qui viennent de partout en France s'arrêtent dans notre boutique quand ils viennent voir leur famille, j'imagine qu'ils ont mieux à faire que de venir chez nous à Noël et qui sont plutôt là pour profiter de leur famille. Donc s'ils viennent chez nous, c'est qu'on répond à un besoin qui n'est pas satisfait à proximité de chez eux. Et derrière, qui était le moyen le plus simple, le plus rapide et le moins cher pour aller toucher cette population, c'était de créer un site web marchand. Donc effectivement, à l'époque, on n'était pas à la préhistoire du e-commerce, mais on était, on va dire, au Moyen-Âge. Un site web marchand B2C pour aller toucher tous ces particuliers qui s'arrêtaient à la boutique versus le B2B que vous faites avec... Tout à fait. Donc à titre personnel, j'ai une formation en commerce et en comptabilité et en gestion, mais par contre, tout ce qui touche au digital, à l'époque, j'étais hautement incompétent. Je suis un peu plus compétent aujourd'hui sans l'être vraiment. Moi, je suis allé voir Mathias, mon copain de lycée, qui était, lui, en vacances auprès de sa mère pour Noël. Et qui passait à la boutique. Qui n'est pas passé à la boutique, mais qui aurait pu. Et de lui soumettre cette idée d'association, puisque Mathias avait, lui, développé des compétences digitales. Mathias, alors on l'a pas dit, mais qui est biochimiste à la base. Oui, alors biochimiste, j'ai une licence de biochimie, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai perdu un peu de temps dans les études. T'as pas perdu de temps, t'as appris des choses. Oui, alors t'as raison, j'ai appris la rigueur de la science. C'est une réalité. Mais oui, j'ai pris un peu de temps dans mes études à trouver ce que je voulais faire, et je me retrouve aujourd'hui avec une licence de biochimie qui me sert plus beaucoup, hein, très honnêtement aujourd'hui.
Et effectivement, quand je me suis... Biochimie dans la cuisine et surtout la pâtisserie, on peut dire qu'il y a un lien très très lointain. On va dire le côté chimie orga, tout ça, ouais, ça peut se retrouver de loin. Mais ouais, effectivement. Et en fait, le fait est qu'après, dans mon parcours, il a fallu trouver quelque chose qui me plaisait finalement. Et je voyais ce que faisait Pierrick, ça avait l'air sympa finalement, la gestion, le marketing, tout ça. C'est cool l'entrepreneuriat, mais toi tu l'avais dans le sang. Enfin, grand-père, père. Moi j'ai grandi avec. Dès l'âge de 6 ans, je rangeais des produits dans l'entrepôt. Mais et alors que toi, Mathias? Si, en fait. Si, pardon, je t'ai pas posé la question. Ouais, mais alors pas de la même manière, mais ma mère en fait avait une boutique, un presse tabac loto, et donc pareil. Alors moi c'était pas 6 ans, mais à 14 ans, tu vois, je terminais le collège et je faisais quoi? Je tenais la boutique. Tu faisais l'inventaire à la boutique. Voilà. Pourquoi? Donc toi, tu as une entreprise qui marche, enfin votre famille, une entreprise qui marche, mais qui appartient à ton père. T'as plusieurs options qui s'offrent à toi, Pierrick, à ce moment-là. Tu peux t'associer avec ton pote d'enfance dans cette nouvelle venture, dans cette nouvelle aventure, ou simplement proposer un nouveau business model ou une nouvelle approche, ou d'aller attaquer le B2C à la société familiale. Alors ça, c'est vraiment la jeunesse de Cuisine Addict, hein. C'est que c'est une histoire de copains. Okay. Alors, si on se resitue à l'époque, pour moi, Cuisine Addict, c'est un jouet, c'est du fun. C'est-à-dire, voilà, avec mon pote, on va créer notre aventure, et puis elle nous emmènera où elle nous enverra, où elle nous emmènera, et on sait pas jusqu'où. Et puis, petit à petit, ça se structure en véritable projet d'entreprise avec toutes les contraintes de l'entreprise et toutes les décisions qu'il faut prendre par rapport au budget et aux moyens qu'on s'alloue, quoi. Et deux questions qui me viennent à l'esprit. Toi, t'es employé par Pfizer, toi, Mathias, à cette époque. Ouais, c'était en train de devenir Pfizer. C'était en train de devenir Pfizer, ça s'appelait Wyeth. C'est ça. Donc il y a un enjeu de quitter son job sur cette aventure où vous voulez, tu l'as dit, je trouve ça cool, du fun de l'aventure. Il y a un choix à faire. Et toi, Pierrick, en revanche, tu as quand même pris des responsabilités en arrivant dans cette société pour aider, remplacer, succéder à ton père. Il y a une belle charge sur les épaules. Dans l'ordre, peut-être par toi, en commençant par toi, Mathias, mais combien de temps tu te donnes et quels sont les KPI, quel est le trigger qui fait que tu vas quitter ton job dans une belle boîte pharma, peut-être bien payée à Paris, pour aller vendre des cuillères en bois tu vas être déçu, il n'y a pas de KPI. En fait, j'avais ça dans le sang. Tu vois, okay. On parlait de la boutique et tout ça, mais en fait, moi, quand j'étais sur les bancs de la fac, je savais déjà que je voulais entreprendre dans le futur. Mais alors, je pensais que j'ouvrirais un pub, tu vois, un truc. Enfin, j'en savais rien. Je savais juste que je voulais entreprendre. J'avais ça en moi. Et du coup, même avant que Pierrick me parle du projet, qu'on se lance dans Cuisine Addict, j'avais eu d'autres projets, tu vois, j'avais d'autres idées, des trucs qui n'ont pas forcément abouti, mais j'ai toujours eu ça en tête. Et puis voilà, en fait, tu as des idées, tu commences à bosser dessus, ça aboutit pas. Et en fait, pour Cuisine Addict, du coup, effectivement, on se lance. Donc au début, moi, je lâche pas mon job, hein, l'air de rien, parce que j'ai quand même un loyer, j'ai quand même, enfin bon, voilà, j'ai un job qui est plutôt sympa, hein, honnêtement, à l'époque, qui est plutôt bien payé. Et pendant 1 an, je fais ça. C'est-à-dire, je fais mes grosses journées de cadre à la Défense pour Wyeth Pfizer. Et puis le soir, les week-ends et les vacances, je bosse sur Cuisine Addict. Pierrick aussi a beaucoup bossé. Celle qui allait devenir ma femme nous a beaucoup aidé aussi. La mère de Pierrick nous a beaucoup aidé. Enfin, ta grand-mère aussi. Ma grand-mère, ouais. Ça a été une vraie. En fait, c'est une entreprise de potes et soutenue par la famille. Et une entreprise d'entourage, quoi. C'est ça. Et en fait, à un moment, trop l'envie, quoi. Juste trop l'envie. C'est pour ça que je sais pas une histoire de KPI ou quoi que ce soit. C'est juste un moment. Faut mettre trop l'envie, d'accord, mais t'es quand même rationnel, j'imagine qu'il y a eu. Je suis rationnel, mais pour te dire la vérité, quand je démissionne de chez Pfizer, on n'est pas capable de me filer au SMIC. Tu démissionnes. Ouais. Alors, pardon. 2009, ça fait loin. Mais il y avait déjà le chômage, il y avait déjà plein de choses. Tu vois, tu démissionnes, tu le touches pas du coup. Ah oui, mais alors ça, c'est le charme des grandes boîtes, c'est qu'il y avait un plan social sur le moment, et que j'étais pas dedans. Et t'as levé la main. Ouais, tu t'es débrouillé pour. Non, j'étais pas dedans. J'étais pas dans le plan. Donc du coup, j'ai pas le droit au plan et j'ai pas le droit à une rupture conventionnelle parce que t'es en plein plan social. Donc il y a que la démission. Donc il y a que grosse prise de risque.
Ouais. Plan social, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, on définit qui. Alors c'est pas qui, mais quel poste, quel type de. On dit un PSE maintenant, plan de garde de l'emploi. Quel type de personne peut quitter l'entreprise. Et du coup, il y a des gens qui y ont droit, d'autres qui n'y ont pas droit. Et quand on y a droit, on peut lever la main. Et ben, c'est un peu le drame de ce genre de truc, c'est que moi j'aurais bien aimé, mais j'y avais pas droit. Il y en a qui auraient préféré que ça leur arrive pas, mais voilà. Donc une prise de risque quand même forte. Tu démissionnes, tu n'as pas de chômage, une énorme prise de risque. Pas encore se payer, ouais. Vous ne pouvez pas encore vous payer sur Cuisine Addict, mais t'y vas parce que t'y crois. Parce que j'y crois. Mais il y a une tendance. Up and to the right. Enfin, pardon, la courbe va en haut vers la droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah, on y a cru dès le début déjà parce que l'idée elle était bonne, parce que on avait cette chance avec le Fort et Fils d'avoir les bons produits. Et puis c'est ce que disait Pierre tout à l'heure aussi, c'est que c'était le bon moment. T'avais Top Chef, t'avais Master Chef, t'avais le dîner presque parfait. En fait, à la télé, d'un coup, tu te retrouvais avec de la cuisine et c'était fun. Et ça donnait envie à tout le monde. Le monde a changé, on en parle dans 5 minutes. Toi, Pierre, t'es dans une autre situation, donc je sais pas si tu l'as dit au micro ou en préparant cet entretien, mais en gros, tu arrives 23-24 ans après 2 ans de KPMG à la tête de la société familiale. On est en 2005 et 3 ans après, tu penses avec Mathias à lancer Cuisine Addict. T'as un enjeu quand même assez important. Tes journées devaient être bien chargées. Alors, oui, ça. Mais je pense que n'importe quel entrepreneur ne ménage pas sa peine et son temps, parce que c'est de la passion, c'est de l'envie, et que là-dessus, effectivement, on prête pas trop attention à ce qui se passe à côté, parce qu'on est focus sur ce qu'on veut faire. Alors, si je peux me permettre, oui, tous les entrepreneurs savent qu'il faut bosser. T'as du poids sur les épaules. T'as la boîte familiale, t'as la trajectoire de la boîte familiale dans laquelle tu as tes parents qui sont là, tes frères et sœurs qui, je sais pas s'ils comptent sur toi ou s'ils te mettent une pression, mais il y a du poids sur tes épaules. J'ai jamais ressenti. Ok. C'est une question que je me suis jamais posée. Et donc tu arrives à cette époque à faire la part des choses entre le temps que tu consacres à Cuisine Addict et l'échec n'est pas une option, donc il faut réussir. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et comment tu partages ton temps du coup en 2008-2009 entre Le Fort et Fils et Cuisine Addict? En faisant des grosses journées. Effectivement, à l'époque, on était un peu fatigué avec Mathias. Si on prend surtout sur l'année 2010 où on a commencé à voir, c'est l'année où Mathias a démissionné et a pu, se mettre à temps plein sur tout le travail de référencement naturel sur Google, qui derrière a généré une augmentation de chiffre d'affaires exponentielle sur la fin des 2010. Pour donner une idée, en septembre, on faisait 8 000 € de chiffre d'affaires, en octobre, on en faisait 15, en novembre, on en faisait 30, et en décembre, on en faisait 60. Et on n'était que tous les deux avec Mathias pour faire les colis. Et sur cette fin d'année, notre journée de travail, c'était 7h, 22h, 6 jours sur 7, et plus la matinée du dimanche. Mais ça s'est fait. Et après, on a généré suffisamment de moyens pour recruter une première personne, puis une deuxième personne, et l'histoire s'enchaîne, quoi. Et la machine est lancée. C'est quand même assez incroyable ça. Donc il y a 2 choses dans ce que tu viens de dire. Le SEO, et ça fait partie des leviers, allons-y, a commencé très très tôt, avant le lancement. Moi, c'est un message que j'ai souvent au panier et avec mes potes ou mes contacts quand ils me posent la question, mais il est toujours trop tard pour commencer à parler de son projet qui n'a peut-être même pas encore commencé. En termes de SEO, oui. Ouais. Ouais, mais c'est ton... Alors, t'as l'UX aussi qui est important, mais c'est clair que tout projet, tu dois le réfléchir en termes de SEO bien en amont. D'ailleurs, je dirais même que c'est déjà un élément de décision de savoir si tu vas ou tu vas pas. Vas-y, creuse. Si tu vois que ton référencement naturel, il va être plus ou moins facile, que tu as plus ou moins de compètes, je parle pas même pas au-delà du business, je parle vraiment du levier SEO. Moi, j'utilise tous les outils qui existent pour surveiller un peu ça. Tu peux voir si ton ticket à l'entrée va être plus ou moins compliqué. C'est un sujet vraiment intéressant, mais si l'entrepreneuriat vous démange, que vous avez des idées en tête, c'est un moyen simple et que vous avez envie de vous lancer en partant de zéro. Il y a plein de moyens aujourd'hui, notamment Alvo, Alvo.market, chers auditeurs, si vous voulez racheter un business, c'est une belle plateforme. Mais si on veut partir de zéro, vous connaissez
Non, je vois un échelon. Connaissez pas, mais alors, ça nous intéresse. On a chez Causa Vostra, on a un cabinet de conseil en strat digital, une agence web, on fait des sites, on fait plein de choses, mais on crée aussi des startups. Et les 2 startups, on a créé une dizaine de startups depuis la création de Causa Vostra. On a revendu presque toutes, sauf 2 qui sont les 2 dernières. C'est Alvo et Orso Media, qui est le label de podcast indépendant qui produit et distribue et monétise Le Panier, Génération Lead Yourself, La Martingale, plein d'autres podcasts. Et l'autre, c'est Alvo, que vous retrouvez, chers auditrices, chers auditeurs, sur alvo.market, qui est une place de marché d'achat-vente d'entreprise. Donc en gros, c'est le bon coin de la boîte, comme Fusa, comme il y en a d'autres qui existent, mais nous on redynamise l'approche et c'est franchement assez cool. Allez tester. Vous connaissez Se Loger, vous connaissez Meilleurs Agents, et ben c'est ça sur la boîte. On fait des recherches filtrées, des alertes. Je peux trouver toutes les boîtes de tel code NAF ou tel vertical, dont les fondateurs ou les patrons ont entre 50 et 58 ans, qui font 2 millions de CA ou plus, me faire une liste, commencer à les contacter, et de l'autre côté, ça me permet de vendre ma boîte. Mon point est le suivant, c'est un beau moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat, de racheter, mais si vous voulez partir de zéro, bam, je reboucle la boucle, si vous voulez partir de zéro, il y a un truc qui est simple à faire, acheter un nom de domaine, commencer à écrire, poser un blog dessus avec WordPress ou avec n'importe quoi d'autre et commencer à poser des articles que vous écrivez avec ChatGPT, on s'en fiche, mais commencez à poser des pour pas la base ChatGPT. Non mais pour la base et puis ensuite on peut modifier. Commencez à poser des articles et voyez si ça prend. Et c'est ce que tu disais, ça permet de tester même avec un petit peu d'acquisition, mais 5 €, 10 € par jour, 50 € par semaine sur du Google ou du Meta, ça permet de voir si ça prend. Mais surtout, entre ce moment et le moment où vous allez vraiment lancer le produit, il va se passer 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, le temps de trouver l'associé, créer l'outil, déposer les statuts, développer l'outil, être satisfait du développement et le lancer. Et ben cette année et demie, ces 6 mois auront été mis à contribution en SEO et vous aurez du Google Juice, on appelle ça comme ça, dès le lancement. J'ai fait une longue diatribe, c'est pas mon style. C'est un sujet qui te passionne. Ouais, bah non, mais c'est important de commencer tôt. Et pareil, une newsletter, un podcast, n'importe quoi. Mais et le jour où vous lancez, vous aurez 10 000 visites par mois sur votre blog ou 10 000 inscrits à votre newsletter ou 10 000 écoutes sur votre podcast. Je suis parti loin. Vous avez commencé tôt le SEO, vous avez décidé de vous lancer et je voulais reboucler aussi sur ta croissance, la croissance dont tu parlais, Pierrick. Elle était incroyable. Vous avez fait x2 sur les 6 premiers mois, de mois en mois, c'est ça? Oui. T'as dit en 2010, oui, fin 2010. 8 000, 16 000, 30 000, 60 000. C'est ça, oui, sur la fin d'année 2010. Comment c'est tout le travail. Enfin, alors franchement, le levier d'acquisition à cet instant, parce qu'on est au tout début de l'aventure. À l'époque, Google est un autre Google qu'aujourd'hui. C'est le levier qu'on a priorisé. Ah. Et effectivement, c'est ce qui nous a permis de nous développer à ce moment-là. Et donc, parce qu'un autre aspect de l'entreprise, c'est comme on l'a dit, c'est une histoire de potes. On a fait le choix qu'on assume avec toutes ces contraintes et toutes ces difficultés d'être 100% indépendant. Avec 11 000 € pour faire tout ça. Hein. Avec 11 000 € pour commencer. Donc, on a été obligé d'être rentable dès la première année et de réinjecter l'intégralité de ce qu'on a gagné pendant depuis toujours, et c'est ce qu'on fait encore. À titre personnel, j'ai commencé à percevoir un salaire il y a tout juste 3 ans. Oh, tu avais un salaire de Et j'avais un salaire de Lefort et Fils. Toi? Et puis Mathias, il est plus payé au SMIC maintenant. Ouais. Moi, oui. Donc oui, comme je disais, quand j'ai démissionné, on pouvait pas se payer le SMIC, mais le fait de mettre à temps plein et avec la croissance dont on parlait Pierrick, j'ai pu me filer le SMIC. Ok. Et puis après, un peu plus. Les produits venaient quand même pour une partie d'entre eux de Lefort. Alors c'est effectivement ce qui nous permettait de vivre avec 11 000 € d'apport, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de stock à gérer dans un premier temps. Donc t'achetais quand tu vendais. Voilà, c'est avec ça. Avec des facilités de paiement peut-être. Avec même pas de facilité de paiement parce que l'intérêt du e-commerce ou d'une boutique, c'est qu'il y a un excédent de financement. Donc on est payé avant de payer le fournisseur. Donc là-dessus, ça a toujours roulé. On a toujours eu un cash flow positif sur Cuisine Addict. C'est ce qui nous a permis d'accompagner la croissance. Ouais. Alors, comment ça, comment t'as dit, un excédent de financement? Oui. Mais si ton produit, enfin, tes fournisseurs, je vais articuler, pardon. Tes fournisseurs, tu les payes à 30, 50, 60 jours, ouais. 30 jours. Mais ça veut dire que ton produit est vendu avant les 30 jours. S'il est vendu après, t'as payé ton fournisseur avant que ton client t'ait payé. Oui. Oui, d'accord. Et il se trouve que vous vendez plus rapidement que ça, c'est ça? C'est ça. Sur la boutique de Lefort et Fils. Exactement. L'excédent de financement, c'est intéressant. Donc premier levier, le SEO. Google était pas ce qu'il était, donc vous avez pu mettre de l'acquisition.
enfin, n'était pas ce qu'il était, c'est facile à dire, mais en tout cas, vous faisiez aussi de l'acquisition. Et de ça, en 2009, on arrive à 5 millions d'euros en 2000, du coup, 22, l'année dernière. Parmi les leviers que vous avez utilisés, j'aimerais bien qu'on parle de l'emailing. Je crois que vous avez utilisé des comparateurs à une époque. J'aimerais qu'on en parle et qu'on comprenne. Et puis on terminera avec l'influence dans un secteur qui a complètement changé en l'espace de quelques années. Mais commençons par l'emailing. C'est quoi votre dispositif aujourd'hui sur l'emailing ? Alors l'emailing, en fait, on fait deux choses autour de l'emailing. On fait de la newsletter, c'est classique, hein, le one-to-all, avec un message, voilà, c'est les soldes. Tu vois. Donc tu as une base de données qu'on travaille. Qui fait quelle taille aujourd'hui ? Vraiment d'actifs intéressants, on est à 56 000, je crois. Voilà. Alors que tu as fait 100 000 commandes rien que sur 2022. Ouais. Avec un taux de repeat à 1,2, si je dis pas de bêtises, hein, parce que on a préparé l'enregistrement évidemment. Mais ça veut dire que tu n'en bases pas beaucoup ? Ça veut dire qu'on n'en base sûrement pas assez. Pourquoi ? Comment tu peux en baser plus ? Aujourd'hui, on le pousse peut-être pas assez. Ok. Donc quand je commande, je suis pas obligé de m'abonner, ou en tout cas, tu me le proposes. Obligé, tu peux plus, de toute façon. Mais non, il faut que tu coches la case. Après, par exemple, t'as pas la popine, par exemple, qui va te dire, tiens, allez, abonne-toi et je sais pas, moi, je vais te faire moins 10% sur ta première commande ou ce genre de choses. Okay. Jusqu'à présent, on l'a pas fait. Après, ça reste un levier d'acquisition. Enfin. Est-ce que c'est réellement de l'acquisition ? On va dire que ça va être un levier de fidélisation. Oui, tu es au milieu du tunnel. C'est ça. Au milieu, voire bas, parce que c'est là que tu vas avec du transactionnel, mais tu y viens dans un instant, j'imagine. Donc effectivement, ça te permet, pour tes clients fidèles, en tout cas, ça fait des rappels, c'est plutôt intéressant, ça fonctionne plutôt bien. Après, soyons clairs, l'emailing n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans. C'est-à-dire que dans nos boîtes mail, on en a reçu un paquet quand même des newsletters, on en reçoit beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont dans les spams. On va pas dans les spams heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas les taux de transfo que tu pouvais avoir il y a 10 ans sur l'emailing. Tu connais un peu tes cohortes de tête, dit-il alors qu'il vient d'utiliser la calculatrice de son ordinateur. Je calcule que sur 100 000 commandes avec 1.2 de repeat, ça fait à peu près 83 000 clients uniques. Mais est-ce que ces 83 000 ont déjà commandé dans le passé ? Ton 1.2, c'est sur un an, c'est ça, c'est sur 12 mois. Alors si t'as pas la réponse, je veux... T'as peut-être le suivant, Pierrick. Alors, des clients qui ont acheté en 2022 et qui avaient acheté en 2021, le chiffre est approximativement de 6 000. Donc, t'as 75 000, en gros, nouveaux clients. Et qui avaient acheté en 2021 et en 2020, on était à environ 13 000, si je dis pas de bêtises. Bon, ok. 83 moins 6 moins 13, 83 moins 20, ça fait 60 000. Non, les 13, ça inclut 2021 et 2020. Okay. Ouais, ça inclut les 6 000. Donc, en gros, mon point suivant, c'est que tu as 70 000 nouveaux clients en 2022, ce qui est ouf en termes d'acquisition. Félicitations. Pour un panier moyen à 55 €, c'est top. C'est du capital à fidéliser, ça. C'est du capital à fidéliser, ouais. Et on est d'accord que je pense qu'il est moins cher de faire passer ton 1.2 à 1.3 et de gagner donc 10% que d'aller chercher 7000 nouveaux, enfin potentiellement 7000 nouveaux clients. Après, pour nous, tu vois, c'est intéressant de savoir à qui on s'adresse. Tu vois, on parlait tout à l'heure des personas. Ouais, des personas. Le débutant jusqu'à l'expert. Exactement. C'est-à-dire que tu vas avoir dans notre typologie de clients, tu vas en avoir deux très différents quand même. Celui, on va dire, c'est l'achat. C'est pas occasionnel, mais c'est surtout il va profiter d'une offre. Tu vois. Il vient, il veut acheter un produit d'une certaine valeur. En ce moment, il y a une offre, il y a une promotion, une opération avec un fournisseur, quelque chose, avec une marque. Donc il vient, il achète. Il vient acheter une cocotte Le Creuset ou une cocotte Staub, et puis voilà, il va pas racheter une cocotte non plus le mois suivant, à part si vraiment il est fan et qu'il veut faire la collection des couleurs. Donc lui, ça va être plus dur à le fidéliser parce qu'il est voilà, c'est l'acheteur opportuniste, tu vois. Il a un besoin sur le moment, il vient acheter, il reviendra pas, t'es pas sûr. À côté de ça, t'as tous ceux qui sont fans de cuisine, de pâtisserie, qui cuisinent, qui pâtissent tous les jours, qui se donnent des challenges, notamment en pâtisserie, et ceux-là, ils sont très très intéressants à fidéliser. Okay. Donc sur la NL, sur l'emailing, tu as les newsletters traditionnels, et puis tu as le transactionnel. Tu as utilisé un autre terme tout à l'heure, trigger. Le trigger. Le trigger, ouais. Trigger, c'est trigger ou automation. C'est quoi tes principaux scénarios ?
Alors tu vas avoir tout ce qui va être effectivement les scénarios transactionnels, donc on va dire création de compte, relance de panier abandonné, confirmation de commande, confirmation de compte, welcome pack, enfin voilà ce genre de choses. Et puis après on essaye d'aller un peu plus loin, on a un programme de fidélité avec des points, donc on essaye on essaye de fidéliser là-dessus aussi, de relancer, de venir utiliser les points, et on essaye de faire aussi tout ce qui va être du cycle, alors certes de vie client, mais on aimerait bien faire du cycle de vie produit aussi. C'est quoi du cycle de vie produit ? Eh ben, je te prends un exemple. Tu t'achètes un article, on va dire alimentaire. Tu sais que sa date de consommation, elle est de 6 mois, ou alors tu sais que ce client-là, il va avoir tendance à acheter ce même produit, voilà, par exemple tous les 6 mois, bah, pour être sûr qu'il revient chez toi, bah tu sais. Ah oui, cycle de vie produit. Ok, d'accord. Ouais. Tu sais qu'à un moment, bah, c'est le moment de le relancer sur ce produit-là. Et du coup, quels outils tu utilises pour le... On utilise ActiveCampaign et on utilise Kiliba. Ok, ActiveCampaign, on connaît bien. Kiliba, c'est peut-être moins connu. C'est bien, vous êtes satisfait ? Oui, c'est pas mal. Ça a des avantages et des inconvénients, Kiliba. K-I-L-I-B-A. C'est ça, exactement. Le gros avantage, c'est que tu le plugs, ça marche. En gros, t'as pas besoin d'être très fort sur la gestion de base de données, t'as pas besoin de monter des scénarios extrêmement bien ficelés, ce genre de choses. Tu le plugs. Les triggers, en fait, t'as une liste de triggers qui est disponible. Je vais donner des exemples, email anniversaire, panier abandonné, ce genre de choses. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. La limite, c'est que bah, si tu veux faire un scénario un peu spécifique, tu peux pas. Voilà. T'es limité. Mais ça se mérite, honnêtement. Tu le branches, ça marche. Cool. Les comparateurs, rapidement, parce qu'on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Alors pas dans notre domaine d'activité en tout cas. Ouais. Dans l'assurance, dans tout ça t'en as. Ouais, assurance, voyage. Ouais, voyage, ça fonctionne très bien. Non, nous. Ça c'est une réalité. Google a tué le modèle économique des comparateurs de prix. À partir du moment où Google a sorti Google Shopping à l'époque, et ben en fait il a shooté tous les comparateurs de prix vu que c'était de l'itération de contenu. Et donc, les comparateurs de prix qui apparaissaient en première ou deuxième ligne sur Google se sont retrouvés dans les bas-fonds de Google du jour au lendemain. Quoi. Ouais, compliqué. Hein. Ouais, bah, il a été sanctionné Google pour ça. Et maintenant, il est obligé d'intégrer les autres comparateurs, mais c'est quand même plus la même chose. Tu imagines... C'est un gros driver de bise. Ouais, t'imagines qu'en 2012, 15 à 20% de notre chiffre d'affaires, c'est les comparateurs de prix. Alors qu'on fait du SEO, on fait du SIA, enfin, on fait de l'emailing. 15 à 20%. Ouais. Un cinquième de ton CA, c'est le comparateur. Et après, t'as toute l'histoire des Google Panda, Google Penguin, de lancement de Google Shopping. Je rentre pas dans le détail. La finalité, c'est qu'un an après, ça représente 2%. Ok. Dernier sujet, on va atterrir en douceur, mais on va continuer de parler bouffe et ça, c'est génial. L'influence, on est dans un milieu qui a beaucoup évolué en l'espace de 15 ans. Des petits blogs il y a 15 ans aujourd'hui, tu as des influenceurs stars qui ont 3 millions de followers après un passage à Top Chef et qui font de la cuisine toute la journée sur TikTok ou sur Insta. Comment est-ce que vous abordez le sujet et le levier surtout? Question pas simple, mais c'est vrai qu'il y a encore 10 ans sur Cuisine Addict, il était facile de créer du lien croisé pour optimiser notre référencement naturel avec des petits blogs ça et là, et à l'époque il suffisait d'envoyer, je sais pas moi, 1 kilo de chocolat ou un moule silicone pour avoir un post et un renvoi vers Cuisine Addict. Aujourd'hui, l'évolution de l'influence sur le net a totalement revu les niveaux d'exigence et les coûts. Et là-dessus, on revient à nos racines terriennes de la campagne du Loiret. Pour nous, si on dépense 1 euro, on attend un retour sur investissement. Et aujourd'hui, il est difficile pour nous de percevoir le retour sur investissement dans une stratégie d'influence. Avant de vous dire, j'ai réécouté un de tes podcasts avec le fondateur de Greenwiz. Je trouvais ça intéressant. Et il disait justement que pendant je sais plus combien d'années, il a été très très héroïste
Beaucoup de leviers ROI. C'est clairement c'est notre ADN, hein, c'est notre structure, c'est le côté terrien encore une fois. C'est-à-dire 1 euro, c'est 1 euro. Il faut que ça rapporte quoi. Et c'était intéressant parce qu'il disait que une fois qu'il s'était associé à Carrefour, il avait pu aller travailler autre chose qui était la notoriété. Et je pense que dans l'influence, c'est ça le truc, c'est-à-dire et là tu reboucles avec notre histoire, avec le fait qu'on soit indépendant, avec le fait qu'on n'ait pas fait de levée de fonds et qu'on est parti de ces 11 000 euros. Si tu veux que l'influence fonctionne, il faut que tu l'associes, à mon sens, à une campagne de notoriété. Il faut que tu diffuses large et ciblé, mais voilà, c'est quand même tu fais quand même assez large. Il faut de la répétition. Donc tout ça, c'est beaucoup d'investissement. Ok. Et de l'investissement temps, de l'investissement coût, ouais. Pour un résultat, ok. Pour un résultat différé. Ouais. Parce que on en a vu, j'en ai entendu des histoires de mecs qui ont voulu se lancer en jouant sur l'influence et tout ça, qu'on filait des cadeaux à Michou ou à d'autres influenceurs et tout ça. Super, ce qu'ils racontaient, ils ont eu des ventes pendant 3 jours. Puis après... Oui, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que tu as effectivement un pic de vente pendant 3 jours, mais ta vente moyenne, ton niveau de vente moyen après est supérieur à ton niveau de vente moyen avant. Si tu as la répète. Si t'as de la répète, mais t'as créé aussi de la notoriété, donc t'as de la longue traîne aussi. Il y a des gens qui vont pas acheter dans les 3 jours, mais qui vont acheter plus tard. Mais c'est vrai que avec la starification et en tout cas l'exposition médiatique de la cuisine depuis 10 ans, la cuisine au sens large, il y a plus de monde, il y a plus d'argent, il y a plus de coûts. Et on revient peut-être à l'approche terrienne dont tu parles. T'as parlé beaucoup, Pierrick, en préparant cet entretien, d'approche rationnelle. C'est ça, peut-être un peu trop rationnel. Vous êtes autofinancé toujours, donc ce que vous faites aujourd'hui, c'est parti de 11 000 euros et de beaucoup de travail évidemment, mais c'est ça. Ouais. C'est une frustration, ça, c'est une envie, vous pourriez lever. Vous êtes un pur player en croissance qui fait de la marge, vous pourriez lever. C'est une discussion qu'on commence à avoir avec Mathias. Et en fait, aujourd'hui, la situation est au statu quo, c'est dire non, finalement on est bien tous les deux, on ne rend de compte qu'à nous-mêmes et ça nous va bien comme ça. Et oui, on fait peut-être que 5 millions et on pourrait peut-être ambitionner d'en faire 10 fois plus, voire encore plus si on avait des associés financiers chez nous. Tant qu'on est en croissance et qu'on s'amuse, je dirais c'est pour nous l'essentiel, quoi. Ça me fait penser à un débat ou une conversation que j'ai souvent avec mes amis entrepreneurs, c'est la liberté. On dit tout ce qu'on est, quand on est entrepreneur, on est libre. C'est pas faux, t'es libre de ton temps. Mais est-ce qu'on est vraiment libre? Et l'une des réponses à ça, c'est dès que tu lèves des fonds, tu lis moins. Et donc on dit oui, quand t'es bootstrappé, t'es libre. Pas forcément non plus, quoi. Non, mais on est libre des contraintes qu'on s'impose. C'est ça. Et des résultats qu'on cherche. Ouais. On est libre des contraintes qu'on s'impose et des résultats qu'on cherche. Merci beaucoup à tous les deux. On a abordé ce business entre famille et amis. On a abordé PrestaShop longuement au début et cette augmentation du taux de transfo de 30%, les fondamentaux terriens et puis l'influence et le marketing. Merci à tous les deux. J'espère que ça vous a plu. C'est votre premier épisode. Ouais. Oui. De podcast, premier enregistrement de podcast. Merci de nous avoir chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez Mathias Corbin, Corbin, ainsi que Pierrick, P-I-E-2-R-I CK Lefort, L-E-F-O-R-T. Tout à fait. Sur LinkedIn, et évidemment, allez faire un tour sur Cuisine Addict, C-U-I, comme cuisine et comme addict avec 2 D en anglais, .com. .com.fr .com. En stéréo. Merci à vous tous, chers auditrices, chers auditeurs, et je vous dis à bientôt. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.